Edgar Toko dans la plus grande émission sportive nommée RFM Sport qui sera diffusée sur votre radio tous les mercredis entre 18h et 19h et tous les dimanches entre 19h et 20h. Toute l'actualité sportive de la semaine sera décryptée par nos consultants seulement sur la sonde de FM. Si tu veux écouter l'émission, si tu veux une émission sportive de haut niveau, alors connecte-toi sur la sonde de FM. Ça bougeait, ça bougeait, ça bougeait. Un nouveau dimanche rempli de bonheur et de joie. On se retrouve bien sûr dans ce studio ce soir pour cette autre édition de RFM Sport, votre rendez-vous hebdomadaire de préférence. Nous allons parler de l'actualité sportive malgache et européenne. Nous allons essayer de comprendre pourquoi les Baréas ont décrété une grève pour les problèmes de primes. Nous allons, comme d'habitude, parler des championnats européens. Ensuite, nous allons parler de l'équipe de football féminine française qui bat la préparation des éliminatoires de l'Euro 2021 avec le retour de Marie-Antoinette Katoto, absente lors du dernier mondial. On va essayer de comprendre les raisons de cette absence et de ce comeback avec l'équipe de France. Nous aurons, comme d'habitude, la rubrique médecine du sport et une nouvelle rubrique Un dimanche, une sportive qui sera présentée par une toute nouvelle consultante. C'est l'occasion pour moi de vous dire bonsoir, auditeurs chéris. Toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de l'actualité sportive. On va prendre patience d'Abani dans le titre On vous connaît, suivi de la publicité et on revient derrière pour présenter le panel. Mamboe tuda etige tuwe katae mama lobile miae mama yosura giange pour rassaouer les verts ne le rend pas par le mal Otimo bichokali les jalouiers écoutez Ambouma bari andougendi les îles miabe on vous connaît. Nyae, 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 bouille. Oh, les nylorofi, mon yura pourrae. Avec leur bouche, ils veulent tout gâter. Leader des agences de marketing opérationnel dans le secteur des mobiles monnaies en Afrique, Top Image Africa met au service des entreprises ses 20 ans d'expérience. Dans la mise en place rapide des réseaux de distribution, Performance des ventes, productivité des réseaux de distribution, recrutement et management de la force de vente. transformation digitale. Besoin de plus de ventes? Parlez-en à un professionnel expérimenté. Contactez le 032 22 703 19. Top Image Africa. Injectant de la vie dans votre marque. De retour dans ce studio, le panel est complet. On va commencer par vous, Bob Rich, spécialiste du football local. Bonsoir et bienvenue dans le studio de Radio France Madagascar. Bonjour. Juste à votre droite, nous avons le sporteur mythique de l'Olympique de Marseille, Oberlin. Bonsoir, toujours un plaisir de te retrouver sur le plateau de RFM Sport. Bonsoir Edgar et bonsoir à tous. En face de toi, Fabien Choupé, l'homme des statistiques. Bonsoir Fabien, réel plaisir d'être dans l'émission RFM Sport. Bonsoir Edgar, bonsoir aux auditeurs de Radio France Madagascar. Bonsoir et bienvenue Lindsay Ndjongue, la spécialiste des questions de santé sport. Bonsoir Edgar, bonsoir aux chers auditeurs. Chers auditeurs de RFM Sport, voici, nous avons aussi fait le mercato. Voici la nouvelle recrue qui va présenter la rubrique Un dimanche, une sportive. Cynthia Lonton, bonsoir et bienvenue sur le plateau de RFM Sport. Bonsoir Edgar, bonsoir au panel. Bonsoir chers auditeurs de la Radio France Madagascar. Et merci de m'avoir invité sur ce plateau de RFM Sport. Maintenant que le décor est planté, on va prendre le jingle de l'émission et on revient derrière pour lancer les hostilités. Retrouvez-moi
moi, Edgar Toko, dans la plus grande émission sportive nommée RFM Sport, qui sera diffusée sur votre radio tous les mercredis entre 18h et 19h et tous les dimanches entre 19h et 20h. Toute l'actualité sportive de la semaine sera décryptée par nos consultants seulement sur la sonde de FM. Si tu veux écouter l'émission, si tu veux une émission sportive de haut niveau, alors connecte-toi sur la sonde de FM. Ça bougeait, ça bougeait, ça De retour dans ce studio avec vous, Fabrice Bob. Vous avez suivi les matchs de Fossa Junior en aller et retour. Fossa Junior a été battu au tout-puissant Mazembe 3-1. Quel est véritablement le problème de cette équipe de Fossa pour avoir perdu le match retour? Merci de m'avoir donné la locution. Selon moi, Fossa joue avec une belle équipe de l'Afrique, le TP Mazembe. Le problème pour Fossa, c'est que le foot a changé la stratégie. La stratégie pendant la seconde période, parce que fut la première période, nous avons fait une belle prestation lorsque les deux équipes se partagent un partout. Mais le match va bouleverser à la fin 3-1. Foot, ils ont laissé parce qu'ils ont tenté de garder le nul, mais la condition climatique et la fatigue, ils ont lâché. Pourtant, Foot a fait une belle match. Oui, je rejoins ce que vient de dire Bob parce qu'on a vu le TP Mazembe a mené 1-0 et Fossa est revenu au score 1-1. Après, comme il a dit, ils ont essayé de vouloir conserver le résultat parce que avec le but à l'extérieur, ils devaient se qualifier, mais ils sont fait piéger à la fin par un excellent Kofi, le milieu de terrain du TP, et grâce à l'attaquant notamment qui a marqué le but du break, 3-1. Oui, Fabien Choupé. Moi, j'aimerais souligner déjà qu'il y a Moïse Katumbi, le président du tout-puissant Mazembe qui est en exil. Il est revenu du Congo. Les supporters, les joueurs du tout-puissant Mazembe étaient dans l'obligation des résultats. Fallait faire plaisir au président revenu de l'exil depuis 3 ans. Ça a été un bon match, mais malgré l'élimination de Fossa, je pense qu'ils feront mieux la saison prochaine. Cette élimination de Fossa Junior nous fait comprendre les problèmes qu'il y a dans le championnat malgache. Avec vous, Fabrice, est-ce que Fossa Junior est-elle une faible équipe ou alors c'est le championnat malgache qui est faible? Non, Fossa n'est pas une faible équipe, mais c'est notre championnat qui est très faible. Vu la formule du championnat, on joue quelques matchs plus de 12 maximum et on va un titre. Lorsque nous faisons des matchs internationaux, des équipes malgaches sont éliminées au premier tour et au second tour. Le problème, c'est que les formules du championnat ne sont pas assez compétitives. Et en plus, les infrastructures ne sont pas bonnes. Et le système de professionnalisme ne sont pas adoptés chez nous. Ces problèmes englobent les difficultés du foot face au TP du Mazembe. Donc, vous estimez que le championnat local n'est pas assez compétitif. C'est pour ça que les équipes malgaches ne peuvent pas sortir pour aller confronter d'autres équipes africaines. Mais il faut noter qu'en Afrique, c'est le même problème avec les problèmes de stade et les problèmes d'infrastructure. Quel est donc avec vous au Berlin ce qu'il faut à Madagascar pour sortir, pour traverser un cap? Bon, là, il a déjà dit, par exemple, en championnat, il joue juste 12 matchs. Pourtant, dans les championnats africains, on a des championnats en majeure partie à 20 équipes. Ça, c'est déjà un problème parce que sur le long terme, les équipes malgaches, je pense, n'ont pas assez de ressources dans la longévité comme des équipes, comme des cadres, comme le TP Mazembe, par exemple. Donc, pour moi, comme je dis toujours, il faudrait vraiment apporter des infrastructures, créer des centres de formation. Pourquoi pas ouvrir de nouvelles équipes de football pour remplir le championnat d'équipes? Comme ça, les équipes malgaches seront plus compétitives. Oui, il faut dire que l'élimination de Fossa Junior pose le problème de la professionnalisation du football malgache. Il faut noter tout à l'heure que Fossa Junior n'est pas la première équipe malgache éliminée par le tout-puissant Mazembe. On a AS Adema qui a été battu par 6-0, qui a été battu par 6-0 par l'équipe congolaise. Il faut donc dire que l'État et la Confédération malgache de football vont devoir faire des efforts. Il faut mettre sur pied des infrastructures, il faut construire des stades, des centres de formation, comme au Berlin vient de le dire. Et en qui est déplorable, c'est qu'à Madagascar, ils sont tellement talentueux. Ils jouent très bien au ballon, ils combinent très bien. C'est toujours un plaisir de leur regarder jouer, même si parfois il manque d'efficacité. Mais je pense qu'avec la construction des stades, la professionnalisation du football, ça devra aller. Et d'ici 10 ans, Fossa Junior ou bien AS Adema sera capable de faire un bon résultat contre des équipes comme Tout-Puissant
Mazembe. Pourquoi pas battre à la Ligue du Caire? Ça, c'est possible, disons dans 10 ans. Pour aller à votre suite, il faut noter qu'on a eu le coach Nicolas Dupuis, le sélectionneur de l'équipe des Barrea. Il est en plein chantier avec la professionnalisation du championnat. Il veut mettre un championnat sur pied de 10 équipes qui vont se jouer un match aller et retour. Le projet est actuellement dans les mains de la fédération parce que le président de la République a déjà donné son aval. Donc on attend. Il sera là. Il arrive à Tana lundi. Donc on va devoir discuter avec le coach Nicolas Dupuis pour voir où est l'avancement de ce projet sportif. Il veut rendre le championnat vraiment compétitif et professionnel, créer une ligue professionnelle de football à Madagascar. Maintenant, avec vous, Fabrice, vous avez remarqué lors de la Coupe d'Afrique des Nations que l'équipe de Madagascar était quand même la plus vieille équipe, avec 28 ans et 6 mois d'âge. Est-ce qu'il y a les ressources? Est-ce qu'il y a les talents qui peuvent remplacer les vieillards? Oui, vous aviez bien souligné que nous sommes les plus vieilles pendant la dernière édition du Coupe d'Afrique des Nations. Mais pourtant, j'aimerais vous souligner que nous avons beaucoup de talents. Après la CAN, des nouvelles générations apparaissent. Lorsqu'on dit que nous avons des jeunes malgaches qui s'évoluent au championnat américain de Portland, Nirina Yebozis. Mais nous sommes en train de contacter avec lui le coach Dupuis et Nicolas Dupuis fait son devoir pour ses joueurs rejoindre la sélection. Non seulement c'est Nirina Yebozis, mais il y a aussi une jeune Française, Yandi Pelmar, qui joue avec Ozychenis. Mais ils n'ont pas encore décidé de rejoindre la sélection nationale parce qu'il est déjà joué avec la sélection française jeune. Mais il y a aussi Marco, il peut jouer 2 ou 3 cannes. Marco il a Maître. Oui, Marco il a Maître. Et Andra Velsion du FC 3 FC, Van Boot du Auxerre qui évolue en Ligue 2. Notre joueur a eu du talent, mais ils n'ont pas joué de telles grandes compétitions. Donc vos joueurs ont du talent, mais ils n'ont pas le temps de jeu pour remplacer, par exemple, Ibrahim Amada et Faneva Ima, qui sont bien sûr les deux les plus vieux de cette sélection. Oui, avec vous Fabien, qu'est-ce que vous avez à dire? Ouais, moi, comme vous l'avez dit tantôt, l'équipe malgache, elle est plutôt vieillissante. On parle d'une moyenne de 28 ans et 6 mois. 28 ans et 6 mois. Il est temps pour l'équipe malgache, et surtout Nicolas Dupuis, de faire intégrer des jeunes footballeurs dans cette équipe. Question que ces vieillards puissent déjà encadrer ces jeunes-là pour qu'ils puissent prendre la relève demain. Je suis convaincu d'un truc, à Madagascar, il y a des talents. Moi, c'est toujours un plaisir de voir Nantanaïna jouer. Ils sont vraiment talentueux et c'est beau à voir. Donc, avec la mise en place des infrastructures et la professionnalisation du football qui est en projet, je pense que Madagascar pourra assurer sa relève car du talent, il y en manque. Je veux qu'on revienne sur un problème. Durant toute la semaine, nous avons eu le problème des primes. C'est même passé dans les journaux écrits de Madagascar. Les joueurs de Madagascar ont grévé qu'ils ne vont pas participer au regroupement d'octobre parce qu'ils n'ont pas eu de primes. Fabrice, c'est quoi le problème? On ne sait pas tout d'abord les problèmes, mais d'après l'information qu'on a eue, nous avons gagné les primes de qualification qui est sous la gestion de la CDN. La CDN, c'est le FMF à l'époque. Mais en ce moment, les joueurs revendiquent la prime de performance. Le souci maintenant que ces joueurs ne sont pas gagnés, c'est le prime de performance. Pourtant, les primes de performance ne pas versées tant que le président du FMF, le nouveau FMF, ne sont pas installés ici chez nous. Actuellement, le FMF s'est installé. C'est à vous de faire venir ici le président du FMF, de répondre aux questions cette question. D'accord. Oui, effectivement, il faudrait faire venir le président du FMF pour répondre aux questions. Mais Edgar, il faudrait qu'on remarque que le problème des primes des joueurs après une compétition, ça ne se pose pas seulement à Madagascar. Je ne sais pas pourquoi certains dirigeants ou certains cadres ont souvent des problèmes à régler les primes des joueurs. Des joueurs, ça se voit au Cameroun chez nous, où des joueurs ils vont à une compétition, la CAF verse des primes. Et après, les joueurs ne reçoivent pas ces primes. Actuellement, à Madagascar, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais des footballeurs, ce sont avant tout des travailleurs. C'est un métier. C'est un métier. Ils vivent. Ils devront
être payés. Je pense si on leur a promis des primes de performance, comme c'est le cas, il faudrait que ce soit payé. Et pour les primes de participation, je pense que c'est de l'argent que la Confédération africaine de football verse À chaque fédération. Mais n'oubliez pas que notre joueur joue seulement pour la fierté de la nation. Avant, ils n'ont pas exigé de telles sommes de primes, mais après la compétition, ils doivent récompenser ses performances et ils ont le droit de revendiquer leurs droits. Oui. Ouais. C'est vraiment scandaleux parce que après tout l'engouement que les Barrais ont apporté dans le pays, la joie, la fierté, tout ça, qu'après il y ait des tels problèmes qui se posent, vraiment, c'est pas joli à voir et c'est pas encourageant pour les générations à venir. On voit des joueurs, comme vous avez dit tout à l'heure, qui hésitent à choisir la fédération malgache. Est-ce que ce genre de problèmes de primes ne vont pas les freiner? Dans le souci de vérité, RFM Sport est parti contacter Nicolas Dupuis, le coach de la sélection malgache de foot. Nicolas Dupuis nous a assuré que les primes ont été versées aux joueurs, mais il reste les primes de staff. Il est en train de préparer les convocations pour le rassemblement d'octobre. Donc, il me rassure qu'il y aura effectivement un match amical à Madagascar en octobre. Et il va venir ici répondre aux questions des auditeurs mercredi prochain, si Dieu nous prête de longue vie. Donc, qu'est-ce que vous avez encore à dire, Fabrice? Moi, j'ai quelque chose de souligner à propos des fans de Barria. Je porte le voix des fans de Barria. Nous ne sommes pas acceptés de voler les primes de Barria. Si une personne vole les primes de Barria, ils ont cherché des problèmes avec tous les peuples malgaches. Oui, c'est ça mon dernier mot. D'accord, merci. On va vous raccompagner. Vous avez un programme très chargé. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation de Radio France Madagascar. Vous allez vaquer à vos occupations. Nous, on va continuer l'émission. On vous accompagne avec la musique de Bordeaux Le Koufa. Merci pour votre Pas la invitation. Nation. Merci. Oui. Pataki bolingo ya solo elia pataki bolingo ya solo elia ya biritu masale ade ya biritu masale ade Mitato alama, Mitato alama, Wilitamo, Wilitamo, c'est pas la nation, ok. Ase monujo, ase monujo, ase monujo, Asamonu, Araba Boriola, Araba Boriola, Asamonu, 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 Jaganabwe, Chabute. De retour dans ce studio, nous remercions déjà Fabrice Bob d'être passé dans l'émission de Radio France Madagascar RFM Sport. Avec vous, Oberlin Ndjilard, on prend les scores des championnats européens. Commençons par le championnat anglais. Le week-end passé se jouait la 7e journée de Première Ligue sur les pelouses anglaises où Liverpool a continué sa marche en avant, 7 victoires en autant de rencontres en disposant de Sheffield United 1-0. Manchester City a gagné Everton 3-1. Tottenham a gagné Southampton 2-1. Chelsea a disposé de Brighton 2-0. Le carton de Leicester 5-0 face à Newcastle. Et le derby entre Manchester United et Arsenal qui a donné un score de parité 1-1. Du côté de la Liga, on avait la 7e journée de Liga. Le derby madrilène entre le Real et l'Atlético finit 0-0. Barcelone vainqueur de Getafe 2-0. Villarreal 5, Betis 1. Grâce notamment un doublé de Toko Ekambi, l'attaquant camerounais. Séville FC qui gagne 3-2 la Real Sociedad. Grenade qui gagne 1-0 les Ganes. En Serie A, on avait la 6e journée de championnat. Le leader Interis continue à gagner ses matchs et est venu à bout de la Sampdoria 3-1. Son défunt turinois a battu la Spal 2-0. Le Napoli bat Brescia 2-1. La Roma 1 contre Lecce 1-0. La Lazio 4, Genoa 0. Florentina de Franck Ribéry qui trouve des couleurs a dominé le Milan AC 3-1. En Bundesliga, l'SP perd son fauteuil de leader en s'inclinant 3-1 face à Schalke 04. Le Bayern récupère
perd ce fauteuil en gagnant 3-2 Paderborn. Dortmund freiné dans sa progression fait 2-2 face au Werder. Borussia Mönchengladbach 3, Hoffenheim 0. Leverkusen 3, Augsburg 0. Et pour terminer la Ligue 1 Conforama, c'est le championnat le plus avancé en Europe. 8e journée de championnat. Succès 1-0 du PSG à Bordeaux. Grâce notamment à un but de, je vous laisse deviner, Lyon qui continue à régresser en s'inclinant 1-0 face à Nantes. Monaco par contre se relève et a pu lancer sa saison grâce à un succès 4-1 face à Brest. Match disputé au Vélodrome entre l'OM et Rennes qui s'est terminé 1-1. Même résultat pour Nice et Lille. Saint-Etienne qui dispose de Nîmes sur la plus petite des marges 1-0. Voilà Edgar, les résultats des 5 grands championnats du week-end passé. Avec vous, Fabiano Choupé. Merci déjà au Berlin. Avec vous, Fabiano Choupé. Deuxième victoire consécutive pour Monaco. Vous pensez que la mayonnaise a véritablement pris dans cette équipe monégasque? Bon, gars, au vu des deux derniers matchs, on peut être amené à dire que la mayonnaise est effectivement préférée. Monaco a gagné le derby contre Nice 3-1 grâce à un excellent Alexander Golovin, auteur d'un doublé et d'une passe décisive pour Issam Ben Yedder. Contre Brest, le travail a été confié à Isman Silimani, buteur sur pénalty. Après, il a marqué 3 buts. Après, il a délivré 3 passes décisives. Au regard de ces deux derniers matchs, il est possible de dire que la saison de Monaco semble lancée. Après des débuts inquiétants au vu de la faiblesse du jeu proposé, Monaco a su rebondir. Grâce à ces deux avant-centres, Isman Silimani et Wissam Ben Yedder. Avec vous, au Berlin, Islam Silimani et Ben Yedder sont de retour. Ces joueurs ont-ils un impact dans le jeu offensif des Monégasques? Ils ont clairement un impact positif sur le jeu monégasque parce que je me rappelle lors de notre première émission, je vous avais dit avant leur arrivée, leurs 2 premiers matchs, Monaco n'avait marqué aucun but. Là, on se rend compte que depuis leur arrivée, Monaco a déjà eu à marquer 4 buts cette saison. 14 buts, pardon. 14 buts. Cette saison. Et le duo Wissam Ben Yedder et Slimani sont impliqués dans 13 des buts. Donc, vous vous rendez compte de l'implication de ces deux joueurs dans l'équipe. Slimani, lui, c'est 4 buts, 4 passes décisives, c'est-à-dire il a participé à 8 buts. Pendant que Wissam Ben Yedder, lui, il a marqué 5 buts. Donc, vous voyez que sur les 14 buts marqués, à eux deux, ils ont déjà marqué 9. Et sur les 14 passes décisives pour ces buts, Slimani, lui, il en a déjà 4. Donc, ces deux joueurs, cette paire d'attaques a véritablement propulsé l'attaque monégasque. On le voit maintenant avec les résultats. On voit même Golovin qui retrouve des couleurs. On voit Fabregas qui se met à faire des passes décisives, peut-être parce qu'avant, il n'avait pas un attaquant pour finir ses actions. Donc, ils ont véritablement propulsé l'attaque monégasque. Ouais, au Berlin, là, il n'y a rien à dire. Slimani et Ben Yedder, c'est le côté offensif de l'AS Monaco. Exactement, sur les 14 buts marqués par Monaco cette saison, Slimani et Ben Yedder ont marqué 9 buts à eux deux. Ça veut dire qu'ils ont marqué 64,4% des buts de l'AS Monaco cette saison. Et on voit les résultats suivre. Les 2 derniers matchs, ils battent Brest 4-1, 3 passes décisives pour Slimani et 1 but. Et avant ça, ils venaient à bout de Nice avec 2 buts de Golovin et 1 but de Ben Yedder. Donc, avec Slimani et Ben Yedder qui vont bien, je pense que Monaco ira bien. Donc, l'équipe monégasque est déjà complète, que les équipes de Ligue 1 se tiennent déjà prêtes parce qu'ils vont passer sur eux. On reste avec vous, Fabiano Choupé. Défaite de trop pour l'AS Saint-Etienne qui se retrouve à la 19e place du championnat de France. Quel est véritablement le problème de Saint-Etienne? En fait, je dirais que Saint-Etienne a des problèmes partout. Déjà, il y a une pauvreté dans le jeu. Il y a l'incapacité du coach Ghislain Printemps qui n'arrive pas à trouver des solutions. Il a remplacé Gasquet. On dirait que Printemps n'a pas d'expérience. C'est peut-être un coach, mais je vais me permettre de le dire. Ils n'ont pas d'expérience. Et on remarque que Yann Cabaye, Yann Mvila, qui a été recruté dans l'entrejeu, il n'arrive pas à donner le rendement attendu. Avec toute son expérience. Il n'arrive pas à donner le rendement attendu. Et il faut Wabib Kavri, qui est l'attaquant, le Tunisien. Oui, le Tunisien, l'attaquant de Saint-Etienne, n'a plus marqué depuis le 14 avril dernier. Comment voulez-vous que Saint-Etienne s'en sorte dans ces conditions? Mais bizarrement, moi, ce que je constate, c'est qu'ils ont eu quand même un début de saison assez flatteur. Mais je ne sais pas, il y a eu une cassure lorsqu'ils ont perdu le match face à Marseille. Et depuis là, ils ont enchaîné les mauvais résultats. Par exemple, ils prennent 4 buts face à Angers et ils n'arrivent pas. On voit il y a aussi des bons éléments quand même dans cette équipe de Saint-Etienne, comme par exemple Mathieu Debuchy qui essaie vraiment de dépanner. Il est en même temps attaquant, en même temps défenseur. Celui qui marque quasiment les buts de Saint-Etienne. Peut-être Ghislain Printemps n'a pas encore trouvé la bonne formule, mais sur le papier, cette équipe de Saint-Etienne est quand même assez compétitive. Ouais, sur le papier, elle est peut-être assez compétitive. À Ghislain Printemps, donc, de trouver des solutions. Mais quand on s'appelle l'AS Saint-Etienne et
quand on a des objectifs tels que jouer l'Europe chaque saison, on ne se retrouve pas en bas du tableau. Même s'il faut noter que Ruffier est actuellement blessé, moi je pense qu'il faut déjà parler du successeur du printemps. Parce que pour moi, c'est vraiment pas l'homme. Mais de toute façon, je pense que les actionnaires de l'AS Saint-Etienne et les actionnaires majoritaires se sont réunis. C'est vrai qu'ils ne s'entendent toujours pas au niveau des décisions, mais on parle de Pascal Dupraz, d'Antoine Comboiré, de Laurent Blanc. Et dans les jours à venir, on saura exactement en quoi s'en tenir. Parce que pour l'AS Saint-Etienne, pour un club mythique tel que l'AS Saint-Etienne, c'est inacceptable de se retrouver 19e du championnat après 8 journées. Merci Oberlin, merci Fabiano Chupédon. On va comprendre que le nouveau coach ou alors Ghislain Printemps va devoir travailler d'arrache-pied pour maintenir Saint-Etienne à son niveau habituel. Oui, le Marseillais Oberlin, vous êtes mieux placé pour comprendre pourquoi Marseille ne gagne plus 3 points en 3 rencontres. L'absence de Dimitri Payet commence à peser déjà dans cette équipe olympienne. Bon, c'est vrai que Marseille est pénalisé par la suspension de Payet et il y a aussi Boubacar Kamara. On note aussi la blessure d'Alvaro González. Mais je pense juste que Marseille, c'est vrai, l'absence de Payet c'est un poids, mais Marseille aussi, depuis le début de la saison, c'est vrai, ils jouent un bon football, mais c'est une équipe qui manque réellement de réalisme. On se rend compte que face à Rennes, ils ont tiré 17 faux goals. Ils ont carré 5 tirs, mais ils n'ont marqué qu'un but. Depuis le début de la saison, Marseille, c'est 68 tirs, dont 29 tirs carrés et 9 buts seulement. Vous vous rendez compte, vous tirez au goal 29 fois, mais vous ne marquez que 9 fois. Donc, on voit que Marseille a beaucoup de problèmes de réalisme. Même le match le week-end passé face à Rennes, ils ont eu beaucoup d'actions. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils pouvaient marquer. Ils n'ont pas réussi à marquer. On a un excellent Mandanda derrière qui sauve les meubles en l'absence de la paire centrale à la charnière, Alvaro Boubacar Kamara. Il est beaucoup sollicité, Mandanda. Il répond présent. Et sans oublier le côté gauche de la défense qui n'aide pas beaucoup. Ouais, moi je dirais l'absence de Payet a un impact tellement considérable dans le jeu de Marseille. Même si au Berlin, on va dire qu'il y a des absences comme Florian Thauvin qui ne joueront pas peut-être jusqu'en 2020. On a Alvaro González venu de Villarreal qui est aussi actuellement blessé. Et après, il y a un truc. Villas-Boas, en fait, il a décidé de placer Valère Germain sur le côté. Valère Germain sur le côté, malgré c'est peut-être un bon joueur, mais il n'a pas la même capacité d'organisation que Payet. Les offensifs marseillais, il ne peut pas les mener. On a aussi le petit Maxi Lopez. Maxi Lopez, oui, c'est un très bon joueur de foot, mais si coup de pied arrêté, il n'a pas la même justesse. Il n'a pas cette même justesse-là que Payet a sur les coups de pied arrêtés. Mais je pense aussi que Marseille il reste un match de suspension pour Payet, sauf si je me trompe. Il a eu 4 matchs de suspension. Il reste 2 matchs de suspension, merci Edgar. Mais je pense que Marseille a aussi une recrue cette année, en la personne de Valentin Rongier. Il est venu, il était meneur de jeu en Nantes. Je pense donc qu'il est temps pour André Villas-Boas de lui donner les clés du jeu marseillais. Mais un match très très moyen pour Valentin Rongier contre Rennes. Très très moyen. Bon, on va dire que c'était son premier match. Il n'avait pas assez de sensations. Ça viendra avec le temps. C'était son premier match, sa première titularisation face à Rennes. C'était pas chose facile quand même pour lui. Il y a aussi un temps d'adaptation. Il n'avait jamais été titulaire. Et Marseille-Rennes, ça reste quand même un grand match. Donc pour une première, c'était moyen, mais ça va. Pour moi, ça va pour un premier match. Mais le problème c'est vrai, il n'y a pas assez de créateurs dans l'effectif marseillais comme Payet. Mais moi, je note juste que même avec Payet, Marseille a des problèmes d'efficacité devant le but. Donc, je pense que parce que le match passé n'était pas là, c'est vrai. Mais le premier match nul contre Dijon, il est là. C'est lui-même, c'est sur ce match qu'il prend un carton. Marseille est mené tout le match, alors que Marseille a des occasions, il ne marque pas. Pourtant, Payet est là. C'est un problème. Je pense avec Payet, sans Payet, il y aura toujours des problèmes d'efficacité. Le problème de Marseille maintenant, c'est pas les absences de Payet, mais c'est l'efficacité devant le but. Oui, exactement, Berlin. Le problème de Marseille actuellement, c'est pas Payet, mais l'efficacité devant le but. C'est vrai, Marseille n'est peut-être efficace devant le but, mais laissez-moi vous dire, quand vous avez un meneur de jeu comme Dimitri Payet, pour être efficace devant le but, il faut déjà, pour manquer d'efficacité devant le but, autant pour moi, faudrait déjà avoir les occasions. Et si vous n'avez pas un meneur de jeu, si vous n'avez pas un homme capable de créer des espaces, de vous délivrer des passes décisives, alors ça semble un peu compliqué. Mais je vais continuer un peu dire que moi, je ne m'attarde pas sur le dernier match de Marseille pour le dire, parce que le match
Marseille-Rennes a toujours été un match compliqué. Sur les 3 dernières confrontations, M. Edgar, ils ont 3 matchs nuls. Sur les 14 dernières confrontations, si on va aller plus loin, Marseille n'a gagné que 4 confrontations. Ils ont l'habitude de se séparer sur le même score 1-1, 2-2. Et c'est vraiment compliqué. Mais durant le match Marseille-Rennes, il faut noter que c'était un match assez équilibré pour moi. Que Rennes a dominé la première période, amené par un Bamignan excellent. Et en seconde période, Marseille a su rebondir. Mais moi, je pense qu'avec le retour, après les 2 matchs de suspension de Payet et son retour, Marseille sera capable de retrouver l'élite de Ligue 1. Je reste avec vous, Fabien. Je reste avec vous pour ajouter à vos propos. On a vu un Marseille balbutiant. Ils ont été menés en première période, mais ils réussissent à arracher le point du match nul grâce à Khalid Taka. Pour vous, est-ce que le doute ne s'installe pas déjà dans cette équipe marseillaise? Est-ce que le doute ne s'installe pas dans l'équipe marseillaise? Moi, je dirais Marseille, en l'absence de Payet, étant considéré comme l'un des meilleurs de cette équipe. Il y a déjà un doute. Mais vu les anciennes confrontations entre ces 2 équipes, on ne devrait pas juste regarder ce match. Regardons aussi les matchs précédents. Il reste sur 3 matchs nuls. Mais Marseille n'a pas que Payet absent. Florian Thauvin, avant cette saison, Florian Thauvin était l'un des hommes forts de cette équipe. Et nous avons aussi Alvaro González qui est aussi blessé actuellement, qui est aussi un des hommes forts de la défense centrale. Disons donc que Marseille pourra rebondir, mais il faudra aussi que Villas-Boas puisse trouver une formule peut-être du côté offensif, même avec le retour de Payet, parce que Marseille, on est habitué à voir Marseille au niveau du top 3, top 4. Espérons que ça continue à être le cas. Depuis le début des saisons au Berlin, on assiste à une éclosion de talent, surtout Eduardo Cavaminga. Il est très fort, il a 16 ans. Pour vous, pourquoi ce gamin arrive à ce niveau? Eduardo Cavaminga, il n'y a pas de raison particulière pour laquelle il est à ce niveau. C'est juste un gamin bourré de talent. Ça s'est vu. Et à son âge, il fait preuve de beaucoup de maturité pour un gamin de 16 ans. Par exemple, le match passé contre Marseille, il a souvent l'habitude de jouer en 6, c'est-à-dire devant la défense. Oui, devant la défense. Mais le match contre Marseille, on l'a mis un peu plus haut sur le terrain. Et il a prouvé qu'il peut s'adapter à toutes les situations. C'est vrai, les débuts n'ont pas été faciles. Il a fait quelques mauvaises passes, il avait quelques déchets dans ses passes, mais au fur et à mesure qu'on entre en intensité dans le match, il a retrouvé ses sensations et il a explosé. Il a empoisonné le milieu de terrain marseillais. On a vu un Valentin Rongier dépassé par un gamin. C'est un gamin bourré de talent et on se rend compte que dans 5 ans, il aura 21 ans. Donc vous imaginez sa marge de progression, l'ascension fulgurante. C'est impressionnant. Regardez Camavinga jouer, c'est juste un régal en fait. J'ai un garçon de 16 ans qui joue sans complexe, il est mature, il est talentueux, il est d'une aisance technique incroyable. En regardant Camavinga jouer, je me suis amusé à chercher à quel footballeur il ressemblait le plus. Vu sa coupe de cheveux, j'ai tout de suite pensé à Edgar Davis, l'Hollandais. Mais vu qu'il ne portait pas les verres, je me suis retenu. Mais j'ai regardé d'autres vidéos d'Edgar Davis. Le pied gauche, un pied gauche d'une précision incroyable. Moi, je pense que dans le futur, Camavinga, il va encore progresser. Mais après, le match le plus étincelant de Camavinga reste le match qu'il a montré aux yeux du monde, le match contre le PSG. Je vais m'amuser à vous donner quelques statistiques comme d'habitude du match de Camavinga contre le PSG. Camavinga contre le PSG a touché le plus de ballons, 125 ballons touchés. Passes réussies, un taux de 97,6%, soit 40 passes réussies sur 41. Il n'a perdu que 3 fois le ballon. Il a gagné 17 duels. Il a mis les supporters du Stade Rennais dans sa poche. Au vu de ces prestations, on pourrait s'enflammer pour Camavinga, mais avec un peu de retenue. Puisque le Stade Rennais a l'habitude de nous produire des talents. On l'a vu avec Dembélé. Mais Dembélé au Barça, il ne prouve pas. Il ne donne pas le rendement qu'on attendait de lui. Applaudissons Camavinga, mais avec beaucoup de retenue. Qui reste dans une marge de progression. Il faut rappeler que Cavaminga est né le 10 novembre 2002 à Cabinda. Il est angolais. Il est footballeur angolais qui joue au poste de milieu de terrain au Stade de Rennais. Cavaminga, il est très fort. Il faut noter qu'il signe son premier contrat professionnel le 15 décembre 2018. Il a déjà beaucoup de talent. Il faut dire que c'est le joueur le plus précoce à avoir joué en Ligue 1 devant un certain Kylian Mbappé. Il est aussi le plus jeune joueur rennais qui évolue en Ligue 1. Cavaminga, c'est un talent. Avec vous, au Berlin, on va laisser Cavaminga. On va revenir à un joueur que vous affectionnez, Abraham. Tony Abraham qui ne cesse d'étinceler les pelouses de Première Ligue depuis le début du championnat. Tommy Abraham, lui-là même, qui a mis Olivier Giroud sur le banc de remplaçants à Chelsea. Tommy Abraham qui est le meilleur buteur du club de Chelsea depuis le début de la saison.
Tommy Abraham qui a marqué un triplé contre les Wolves de Wolverhampton il y a 2 journées en Angleterre. On se rend compte que le football moderne fait face à des jeunes incroyables. À des jeunes incroyables, vraiment. C'est encore plus improbable qu'il arrive à ce stade-là parce que lorsque Frank Lampard prend les rênes de Chelsea, il dit qu'il va miser sur la jeunesse. Il fait revenir Tommy Abraham, Mason Mount et Callum Hudson au doigt. Bon, les 2 premiers arrivent à s'imposer dans le 11 de départ. Au début de la saison, les 2 premiers matchs, Chelsea faisait des matchs moyens. Je crois qu'ils ont perdu les 2 premiers matchs. Il a changé. Il a fait commencer Tommy Abraham. Il n'a pas marqué. Le deuxième match, il a fait jouer Olivier Giroud. Olivier Giroud non plus n'a pas marqué. Puis le 3e match, il a encore relancé Abraham. C'est là que tout est parti. Il signe un doublé. C'était face à Norwich. Il signe un doublé, il donne la victoire à Chelsea. Le match qui suit, c'est là où il marque le triplé. Et il y a ensuite le match contre le Sheffield United où il a encore marqué. Tommy Abraham, 7 buts en 7 matchs. C'est le 2e meilleur buteur de Premier League. Talent immense. Un attaquant, il porte Chelsea sur ses bras à seulement 22 ans. Je sais que vous brûlez d'envie de parler de votre préféré Ansu. Ouais. Mais avant, vous voulez parler d'Abraham. Avant de parler d'Ansu Fati, on va rester sur le cas de Tony Abraham. Tony Abraham, je me dis au Berlin, il connaît bien la maison. Il a été à Chelsea, le au banc de touche quand les plus grands avants s'entraînaient là. Il a été prêté à Bristol City, si je ne me trompe pas. Il est revenu. Aujourd'hui, il prouve. Honneur à lui. J'espère qu'il continuera sur cette marche de progression. Mais M. Edgar, comme vous venez de le dire, je ne pense pas que Tony Abraham soit la plus grande révélation du football. C'est là. Vous introduisez Ansu. On n'a pas parlé de le Barcelonais. De plus grande révélation. On va parler d'Ansu Fati. Ansu Fati, en fait, il est originaire de la Guinée-Bissau. Son père avait la guerre civile qu'il y avait dans son pays. Son père décide d'aller en Espagne, s'est installé avec ses parents. Puisque la Guinée-Bissau a été colonisée par le Portugal, actuellement, Ansu Fati, laissez-moi vous dire, il a un problème de nationalité. Il hésite à choisir entre l'Espagne et le Portugal. Son père veut qu'il choisisse pour le Portugal, mais Ansu veut jouer pour l'Espagne. Mais on va parler, ça c'est pour son papa et lui, ça c'est un problème familial. Je vais vous parler de Ansu Fati, le joueur. J'ai jamais vu un garçon aussi talentueux que ça. Quelle maturité, quelle personnalité. Il sait prendre les clés du jeu. On l'a notamment vu lors de son entrée du jeu contre le Real Betis, le tout premier match où il joue 12 minutes. Le Camp Nou a été fou. Le Camp Nou est tout de suite tombé amoureux. Lors de son deuxième match contre Osasuna, il a inscrit un but. Ansu Fati devient plus jeune joueur à marquer un but sous les couleurs du Barça depuis 1941. Wow. Plus jeune que Lionel Messi. Donc, les jeunes cassent toutes les statistiques en ce début de saison. Les jeunes cassent toutes les statistiques en ce début de saison, mais Ansu Fati, je pense qu'il fera mieux que d'autres. Parce qu'on va parler du second match d'Ansu Fati, du troisième match d'Ansu Fati contre Valence. Sur le côté, il éblouit. Il facilite l'élimination des adversaires. C'est incroyable. Il délivre une passe décisive à De Jong et après, il marque un but. Il prend des responsabilités dans le jeu. Il prend des responsabilités dans le jeu. C'est d'où je me dis, ici, avec la progression d'Ansu Fati, Ousmane Dembélé aura des questions à se poser. Et s'il était allé au Paris Saint-Germain, parce que je me dis, avec Messi, Suarez, Griezmann et avec Ansu qui est en train de progresser, que ferait le Barça avec Ousmane Dembélé? Ce sont des questions. Peut-être on a fait le coup de son short en jean. C'est vrai que si Ousmane Dembélé était à l'OPG, ça aurait arrangé vos affaires. Comme ça, Neymar serait revenu. De toute façon, au Berlin, laissez-moi vous dire, le dernier procès de Neymar, dernièrement, il fallait un terrain d'entente entre Neymar et le Barça. Et la condition que Neymar pose au Barça pour retirer les plaintes, c'est lui promettre, il veut que le Barça lui promette qu'il signera l'année prochaine. C'est la condition que Neymar pose au Barça. Neymar, il est fou du Barça. Il veut revenir à Barcelone, c'est sa maison. Et c'est sûr que dans un futur proche, on verra à nouveau Neymar avec le maillot blaugrana. Ouais, c'est vrai, mais le Barça a quand même plus besoin de Neymar cette saison. Pour revenir à Ansu Fati, c'est vrai, c'est un talent énorme, vraiment. L'un des plus grands championnats du monde, être jeté dans le bain comme ça, surtout à un poste d'attaquant où il faut faire preuve de sang-froid de la première à la 90e minute, c'est impressionnant. On note vraiment qu'il est à l'aise techniquement et qu'il combine bien avec ses compères, surtout Frenkie de Jong, où ils ont eu un match où ils ont... Il a l'ADN du Barça. Oui, il a l'ADN du Barça, c'est vrai. Mais il n'y a pas que Ousmane Dembélé qui doit se faire du souci, parce que je regardais un peu la presse espagnole ce matin, on disait même que Luis Suarez a du souci à se faire. Il est même vieux.
a du souci à se faire avec l'ascension fulgurante d'Ansu Fati. J'ai dit Ousmane Dembélé tout à l'heure parce que des Pour gars... être modeste. Ouais, pour être modeste. Et parce que des garçons comme Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong, l'excellent Achimelo, Stegen, ça représente l'avenir du Barça. Actuellement, le Barça, on parle du Barça après Messi. Je ne pense pas qu'après Messi, on aura besoin de ça. On prépare déjà la relève. Ça, c'est le secret des Blancs. On prépare la relève. Et de toute façon, depuis Messi, on n'a pas vu un garçon sorti de la Masia aussi talentueux. Vous allez me dire, Berlin, je sais que vous avez envie de rebondir en me disant, on a vu Giovanni Dos Santos. On a eu à comparer Giovanni Dos Santos à Ronaldinho et après certains vous diront, gâchis. Un gâchis, un excellent, un grand gâchis. En France, on a eu Florence Nema Pongol, un gâchis aussi. Un gâchis aussi parce que Giovanni Dos Santos, il était aussi talentueux que ça. Mais laissez-moi vous dire, Ansu Fati, il a la tête sur les épaules. Et avec le frère de Messi comme son agent, je pense qu'avec cette relation-là, Messi saura quoi lui dire et il deviendra l'un des meilleurs footballeurs du monde. Pourvu, c'est tout le bien que nous lui souhaitons. On n'oublie pas Victor Osimhen qui est le meilleur buteur de Ligue 1. Il joue à Lille. Juste un mot sur Victor Osimhen et on sort de cette rubrique. Victor Osimhen, moi, je le compare en termes de profil de joueur à un Didier Drogba. Pour moi, c'est le nouveau Didier Drogba d'Afrique parce que c'est physiquement déjà, il a un bon gabarit et son sang-froid devant les goals est impressionnant. Je me rappelle, les 3 premières journées, il avait marqué 3 buts, il avait tiré 3 fois au goal. Il a tiré 3 fois, il a marqué 3 buts. Donc, Victor Osimhen, il a que 20 ans. Lui aussi, il a encore une bonne marge de progression. Là, il a marqué 6 buts dans 8 matchs de Ligue 1. Donc, je pense que pour une première saison déjà de Ligue 1, c'est impressionnant. S'il finit même sa saison, il marque encore 3-4 buts, on va dire qu'il a fait une très bonne saison. Pourtant, il peut encore aller plus loin. Oui, Victor Osimhen, disons que c'est le deuxième Nigérien passé par Lille. On va penser directement à Peter Odomingue. Mais Victor Osimhen a la différence d'un Peter Odomingue. Il est puissant et il est aussi technique. Il est aussi Nyama. Il est puissant et il est aussi technique. Mais vous voyez, les performances de Victor Osimhen ne me s'y prennent pas. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Victor Osimhen, il a été prêté à Wolfsburg. Il était à Wolfsburg. Il a été prêté par Wolfsburg à Charleroi. Dans le championnat belge, il a joué 36 matchs. Il a marqué 22 buts. Il sort du championnat belge. Il joue 36 matchs. Il marque 22 buts. Il arrive en Ligue 1. Il est meilleur buteur. En 8 matchs, il a 6 buts. En 8 matchs, il a 6 buts. Il est sur la même lancée. Je me dis qu'il fera mieux et ça fera tout le bonheur pour Lille. Est-ce qu'il va remplacer Nicolas? Bien sûr. On le voit déjà que c'est vrai que les performances de Lille ne sont pas pareilles que la saison dernière, mais on voit déjà qu'il a su. À ce stade de la compétition, les statistiques de Osimhen et de Pépé sont pareilles. Lille n'a pas perdu que Nicolas Pépé. Il y a eu l'attaquant Léo, j'oublie son nom de famille, qui est allé au Milan. Raphaël Leao, voilà, qui est allé au Milan aussi qu'ils ont perdu. C'est des départs qui comptent. Le seul qui est resté, je crois, c'est Jonathan Ikoné. Ouais. Donc Lille en recrutant Osimhen 12 millions d'euros, ça a été une très bonne affaire. Il prouve là maintenant que on a eu raison de lui faire confiance et je pense que au fil du temps, on va oublier Nicolas Pépé. Oui, Fabiano Choupé, on ne peut pas sortir de cette rubrique sans parler du Paris Saint-Germain. Retour de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain gagnant. Est-ce que c'est pas le duo tant attendu du Paris Saint-Germain? Retour de Kylian Mbappé, il fait ce qu'il a l'habitude de faire, il courir, délivrer une très belle passe décisive pour Neymar. Il finit encore ce match en héros. Mais la complémentarité Mbappé-Neymar, elle ne date pas de cette saison. On va remarquer qu'après l'histoire penalty gate, où Neymar était carrément venu, où Neymar et Cavani se sont disputés un penalty, le duo Neymar-Cavani a pour moi décidé d'isoler Cavani. La majorité des buts marqués par Neymar, c'est sur des passes décisives de Mbappé. Et la majorité des buts marqués par Mbappé, c'est sur des passes décisives de Neymar. Moi, je pense que ce duo, il feront mal, mais j'espère réellement que ça ne posera pas un problème au Paris Saint-Germain parce qu'on a deux avant-centres, on a Icardi, on a le Camerounais Choupo-Moting et on a aussi Cavani. Cette complémentarité, elle est très bonne, mais il faudra aussi la mettre au service de l'équipe. Mbappé est un très bon joueur de football, il est technique, il est à l'aise ballon au pied. La différence de Neymar qui est plus technique, il a cette vitesse-là que Neymar n'a pas et je pense que cette complémentarité, ça sera un plus pour le Paris Saint-Germain. Effectivement, les deux compères d'attaque Mbappé et Neymar devraient vraiment mettre leur complémentarité au profit du collectif. On se rend compte peut-être Mbappé et Neymar, c'est des amis d'abord. En dehors du terrain, c'est des potes. On le voit sur les réseaux sociaux, ils s'y mettent des posts et tout. Peut-être c'est ça en fait le problème. Il y a un décalage générationnel avec Mbappé, Neymar, entre Mbappé, Neymar et Cavani. Peut-être c'est ça. Ils ne sont pas assez amis, on va dire copains, parce que ça aussi ça compte sur le terrain. C'est pour ça qu'ils ont eu à isoler
isoler Cavani. Mais je pense que malgré tout ça, en tant que professionnel, ils doivent se mettre au-dessus de tout ça et participer au jeu collectif. Ouais, Oberlin, tu parles de décalage générationnel. Moi, je dirais pas juste décalage générationnel. Et dans un terrain de foot, on a toujours ce coéquipier-là qui interprète le football de la même façon que nous. Ils ont le même langage Ils ont le même langage footballistique. Merci, monsieur Edgar, pour le mot. Ils ont le même langage footballistique. Ce qui fait qu'ils se retrouvent en fait. Mbappé, il donne un ballon, il demande. Même les yeux fermés, ils trouvent Neymar. Je disais décalage générationnel dans le cas où ils ont isolé Cavani. C'était pour vous répondre, monsieur Oberlin, pour vous dire que cette isolation de Cavani n'a rien à voir avec la génération. Cavani n'est pas un joueur aussi à l'aise techniquement, même si je considère que c'est l'un des meilleurs avant-centres du monde. Il n'est pas aussi à l'aise techniquement que Mbappé et Neymar. Mbappé et Neymar, ils ont le même style de jeu. La seule différence entre Mbappé et Neymar, permettez-moi, c'est la vitesse de Mbappé. C'est vrai que Neymar est au-dessus techniquement, mais la seule vraie différence, c'est la vitesse de Mbappé. Ils seront toujours aussi complémentaires, peu importe dans le club dans lequel vous les mettez. Vous avez Neymar, Messi. Ils interprètent le football de la même façon. C'est vrai, au Barça, quand Neymar y était, on va parler de la MSN. Mais le joueur avec qui Neymar s'entendait le mieux, c'était Messi. Peut-être parce que Neymar a une lecture de jeu incroyable et Kylian Mbappé a une rapidité de monstre. C'est ce que je suis en train de dire, Edgar. Kylian Mbappé, tellement rapide. Neymar a une lecture de jeu incroyable, comme vous l'avez dit. En plus, la capacité d'élimination des joueurs, elle est pareille pour les deux joueurs. Ils parlent le même langage, le même dialogue, à la différence de Cavani. C'est pourquoi cette isolation, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un problème d'âge là. En dehors des stades, Neymar et Mbappé sont faits amis. Mais l'isolation de Cavani n'a rien à y avoir. Merci, l'homme des statistiques de RFM Sport. Avant de recevoir les dames, on prend Ismaïla Fit et Di Martin dans Mon Ex. Je rappelle souvent mon ex. C'est pas facile de l'oublier en claquant seulement les doigts. La rola m'a marqué à vie. Je me disais jamais, jamais. J'avais même brûlé ce webou, bou, bou, bou. La rola m'a marqué à vie. À vie, 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 à vie. La rola m'a marqué à vie, 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 à vie. La rola m'a marqué à vie. De retour dans ce studio, nous sommes toujours avec le panel. On reçoit la nouvelle recrue qui va nous parler dans la rubrique Un dimanche, une sportive. Cynthia Lontondro, bonsoir. Bonsoir Edgar, très ravi de faire partie de votre panel ce jour pour présenter la nouvelle rubrique intitulée Un dimanche, une sportive. Ce dimanche, vous nous parlez de Chute Njoya Adiara. C'est qui véritablement Chute Njoya Adiara? Née le 12 janvier 1993 à Foumban au Cameroun, Adiara Chute est une footballeuse camerounaise évoluant au poste d'attaquante. Elle évolue au poste d'attaquante. Il faut bien sûr dire qu'elle joue dans un club, donc elle a une carrière en club. C'est quoi la carrière de Chute Njoya Adiara? Oui, Adiara Chute joue actuellement au poste d'attaquante au Vålerenga FC, un club de première division en Norvège, où elle a déjà inscrit jusqu'ici 11 buts en 18 matchs. Quelle prouesse! Elle a évolué à l'école Franc Holisek de Douala jusqu'à 2011, année où elle s'expatrie en Russie pour évoluer au FC Energia Voronezh. Joueuse du WFC Oceanka en Russie en 2013, puis de l'AS Police de Yaoundé de 2014 à 2015. Elle est transférée au Western New York Flash en avril 2015. En 2016, elle rejoint le Sundsvalls DDF en Suède, où elle est élue meilleure joueuse de la saison du championnat suédois de 2e division. Et en décembre, Adiara Chute annonce à la suite de la CAN féminine au Ghana sa collaboration avec Vålerenga FC. Bien sûr, elle joue à Vålerenga FC. Vous nous avez dit qu'elle a combien de buts en combien de matchs? 11 buts en 18 matchs. Avec des statistiques pareilles, elle va bien sûr être sélectionnée à l'équipe nationale. Quelle est donc sa carrière
en sélection. Oui, avec l'équipe féminine du Cameroun, Njoya Andiara dispute sa première compétition internationale en Afrique du Sud lors du championnat d'Afrique 2010. En 2012, lors du tournoi olympique en Grande-Bretagne, elle joue 3 matchs pour autant de défaites respectivement contre le Brésil, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande. Elle dispute ensuite le championnat d'Afrique 2014, la Coupe du Monde 2015 et la Coupe d'Afrique des Nations 2016. A noter que lors du mondial organisé au Canada en 2015, Andiara Chout joue 4 matchs où le Cameroun enregistre 2 victoires contre l'Équateur et la Suisse et elle inscrit un but contre le Japon lors de la compétition. Au Ghana, à l'occasion de la CAN féminine 2018, elle est élue femme du match de la demi-finale perdue face au Nigeria. Et lors de la Coupe du Monde de football féminin, elle marque 2 buts contre la Nouvelle-Zélande le 20 juin 2019, dont le deuxième but sur un contre dans les dernières minutes du match, ce qui permet la qualification de son équipe nationale pour les 8e de finale et ce qui la révèle aux yeux du monde. Oui, Fabiano, je peux ajouter quelque chose. Andiara, c'est une excellente joueuse de football. On a notamment vu son but contre la Nouvelle-Zélande sur un contre. Ce but a notamment permis au Cameroun de se qualifier. C'était sur un contre exceptionnel où elle entre, elle élimine et crochette et en plus un excellent plat du pied. Le Cameroun est debout. Une femme capable de jouer au ballon de cette façon. Ça se voit pas tous les jours. Andiara Chout, c'est l'une des leaders de notre équipe nationale aujourd'hui et avec Abou Diongene. Gabriel Abou Diongene. Avec Gabriel Abou Diongene parce qu'il faut noter qu'Ngana Mute est sur le déclin. Elle va bientôt raccrocher. Ce qui est dommage aussi. C'est dommage parce que je la connais personnellement. Bref, pas sauf, mais je continue de penser qu'avec Andiara Chout, surtout l'idée, cet esprit-là que j'ai vu lors de la Coupe du Monde, elle continuera à porter le football camerounais très haut au niveau des hauts sommets. Oui. Bon, tout a déjà été dit. Je vais juste rajouter que c'est vraiment, on va dire, la joueuse en forme du moment. Parce que même à la Coupe du Monde féminine, on ne s'attendait pas. Celle qu'on attendait, c'était Abou Diongene, capitaine. Mais Tadjari a eu des matchs où elle était même sur le banc. Et contre la Nouvelle-Zélande, elle est entrée, elle a marqué un doublé, dont le deuxième but magnifique. Il a même valu une nomination au prix Puskas. C'est vraiment la femme en forte de l'équipe nationale camerounaise. Même en club, je me rappelle, il y a une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux où elle a marqué un triplé lors d'une rencontre en championnat. Vraiment, Njoya, c'est la femme du moment. Il faut l'encourager, il faut la féliciter pour ça. Je vais juste ajouter que lors du mondial 2019, Chout Njoya Diarra a pris ses responsabilités de leader technique de cette équipe, ce qui lui a valu son but. Dommage que l'ascension des 3 avant-centres du Cameroun ne soit pas au même moment. On pense à Gabriel Abou Diongene, on passe à l'enfant Gaël Nganamui. Dommage que ces talents ne soient pas que l'ascension de ces talents ne soit pas de la même génération. C'est venu un peu tard pour Chout Njoya Andiara. C'est que son deuxième but contre la Nouvelle-Zélande lui vaut le prix du Puskas, qui récompense quoi, Cynthia Lon? En 2013, Chout Andiara Njoya est vice-champion de Russie avec le WFC Rossianka. Elle est 2 fois finaliste avec l'équipe du Cameroun, finaliste du championnat d'Afrique 2014 et aussi finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2016. Elle est 3e de la CAN 2018 avec l'équipe du Cameroun. En 2019, Andiara Chout Njoya est la seule footballeuse africaine à être nommée pour les plus grosses distinctions européennes dans la catégorie prix Puskas 2019. Cette distinction récompense le plus beau but du groupe. Bien sûr. Merci Cynthia Lonton pour votre rubrique immense, un dimanche, une sportive. On rappelle aux auditeurs que vous serez encore là dimanche prochain. Oui, monsieur Edgar, merci pour l'invitation. Soit derrière mademoiselle Lindsay Njonger, le médecin du groupe. On va recevoir la charmante demoiselle médecin du groupe. Bonsoir. Rebonsoir Lindsay. Rebonsoir Edgar, rebonsoir aux auditeurs. Vous nous parlez encore des blessures des sportifs de haut niveau. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons parler des accidents musculaires. Bien sûr, on vous écoute. Les accidents musculaires sont des lésions survenant par erreur d'entraînement, que ce soit une mauvaise préparation physique, un manque d'échauffement ou encore une mauvaise technique. On distingue 4 catégories, à savoir l'élongation, la déchirure ou le claquage, la rupture et les crampes. L'élongation est l'accident le plus bénin et correspond à l'étirement des fibres musculaires mais sans déchirure. La déchirure ou le claquage provoque une douleur importante et correspond à une rupture de quelques fibres musculaires. La rupture partielle ou incomplète qui, elle, est visible. Et enfin, les crampes qui sont des contractions musculaires involontaires soutenues temporaires. Que faut-il faire dans l'immédiat devant toutes les lésions musculaires?
Dans l'immédiat, il faut arrêter toute activité physique car les risques d'aggravation sont très élevés et il ne faut absolument pas masser le muscle, ceci pouvant retarder la guérison. Quel est le traitement nécessaire pour soigner ces lésions? Le repos plus ou moins prolongé de 48 heures à 6 semaines en fonction de la gravité, associé à une rééducation fonctionnelle, constitue le traitement adéquat. Et enfin, pas de reprise de sport avant la guérison qui sera attestée par le médecin. On sait que vous sortez toujours avec un conseil. Quel est le conseil que vous donnez aux footballeurs de haut niveau? Le conseil que je ne cesserai de répéter, c'est bien sûr de suivre un mode de vie sain, avoir une hygiène adéquate pour un sportif et de surtout prendre en charge tout problème de façon directe. Oberlin veut ajouter quelque chose. Oui, on a déjà parlé de l'hygiène alimentaire, on a parlé la dernière fois on a parlé aussi des fractures. J'aimerais comprendre parce que les accidents musculaires, il y a des joueurs qui sont confrontés à ça à répétition. Oui. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a une composante génétique ou bien c'est juste toujours la mauvaise hygiène de vie? Peut-être qu'il y a des joueurs qui sont plus fragiles que d'autres ou bien je ne sais pas. Non, absolument pas. Il n'y a pas de composante génétique qui rentre en jeu dans ces lésions parce qu'elles sont dues soit à une mauvaise reprise du sport ou alors à une contraction du muscle prolongée. Donc ces joueurs-là qui sont soumis à des blessures à répétition, c'est juste par rapport à cela, des mauvaises conditions de vie. Oui, exactement, par rapport à cela. Ou parfois, on recommande aux sportifs de toujours pratiquer un échauffement avant d'aller à l'activité physique proprement dite. Et ce manque d'échauffement-là entraîne donc ces lésions. Ok, merci. On va prendre pour vous accompagner Monaya dans Tu t'engueulèches et on revient derrière pour parler de Marie-Antoinette Katoto dans la dernière partie. De ton bled est au plus bas mais tu t'engueulèches. Tu t'engueulèches. Suffit d'une étincelle pour tout péter mais tu t'engueulèches. Tu t'engueulèches. T'as même pas de quoi grailler mais toi tu t'engueulèches. Tu t'engueulèches. Les richesses de ton pays sont pillées mais toi tu t'engueulèches. Siro de Nyama, appelle-moi cantine. Pour qu'elle n'imagine, ne fais pas de tontine. T'es centré sur la taille du plantain. Je reste concentré, moi je vise le platine. Nous sommes toujours dans ce studio avec un panel chargé. Fabiano Choupé, le statisticien, Oberlin Dila, le Marseillais. On va parler maintenant de Marie-Antoinette de Katoto, le retour de Marie-Antoinette Katoto dans l'équipe de France après une absence fantaisiste en Coupe du Monde. Selon vous, Oberlin, qu'est-ce qui explique le retour de cette magicienne du football féminin à la Coupe du Monde? Avant d'expliquer son retour, essayons d'abord de comprendre son absence. Parce que sa non-sélection pour le Mondial 2019 a été une surprise. Incongru pour tous. Oui. Et Diacre a essayé de nous faire comprendre que elle manquait de performance lors des grands rendez-vous en club, que lorsqu'elle était appelée en équipe nationale, son comportement, elle n'avait pas assez d'implication aux entraînements, elle ne s'insérait pas vraiment dans le groupe des Bleus. Mais je ne pense pas qu'au vu des statistiques qu'elle a réalisées, par exemple, on va prendre la saison dernière, où elle a marqué 30 buts en 29 matchs avec le PSG. Des joueuses comme par exemple Delphine Cascarino méritaient plus leur place en sélection pour le mondial qu'elle. Je rappelé là, ça fait 7 mois après son dernier match avec l'équipe de France. Peut-être pour elle, ce sera une chance de prouver à Corinne Diacre qu'elle peut s'intégrer véritablement dans le groupe des Bleus et qu'elle peut donner, qu'il suffit de lui donner sa chance pour qu'elle prouve, comme elle a déjà prouvé avec le PSG. Je ne pense pas que son rôle est de jouer les sapeurs-pompiers avec la l'absence de Amandine Henry, parce que Amandine Henry, c'est un milieu de terrain. Par contre, elle, c'est un attaquant. Je pense sûrement que peut-être Corinne Diacre a raison et son absence au mondial, c'était juste une petite pique pour la réveiller, pour lui dire ici on bosse, ici c'est comme ça que ça se passe. Espérons qu'avec son retour, elle va se réintégrer dans l'effectif. Elle va lancer véritablement sa carrière internationale, parce que vraiment, c'est une
partir à un mondial sans une joueuse qui est capable de marquer 30 buts en une saison, vraiment, c'est incompréhensible. Sans une joueuse qui est meilleure buteuse du championnat. Oui, et sans Marine Katoko, effectivement, meilleure buteuse du championnat de Ligue 1. Il faut noter que Karine Dia, pour expliquer son absence, a dû évoquer le fait qu'elle était absente lors des grands rendez-vous. Je ne sais pas si c'est la raison officielle qu'elle donne derrière, qu'est-ce qu'il y a de caché. C'est à elle qu'il faudra poser la question, parce que quand tu es capable de marquer 30 buts en une saison, et quand on va à une compétition comme la Coupe du Monde et que tu n'y vas pas, il faut se remettre en question. Dia a notamment expliqué que cette absence de Marie-Antoinette fera du bien, qu'elle pourra se réveiller comme Oberlin le disait. Espérons que contre l'Islande et le Kazakhstan, ça sera le cas, qu'elle continuera à nous éblouir comme elle a l'habitude de le faire, et ça sera pour le grand bonheur du foot féminin français. Marie-Antoinette Katoto, née le 1er novembre 1998 à Colombe, est une footballeuse internationale française. Elle a 80 matchs pour 63 buts avec le Paris Saint-Germain et plusieurs distinctions dans l'équipe féminine des U19. Elle gagne même le titre de l'Euro avec l'équipe féminine des U19. Qu'est-ce qui, pour moi je ne comprends pas toujours, ce qui explique l'absence d'une telle performance à l'équipe de France senior à la Coupe du Monde 2019. Moi, je ne comprends pas. Oui, il faut savoir, Edgar, que les coachs de sélection sont soumis à des choix. Ils essaient toujours d'avoir le groupe le plus soudé, surtout parce que il n'y a pas assez de temps pour mettre en place un système tactique véritable. Donc, on s'appuie sur la complémentarité des joueurs, la complicité des joueurs. Vous voyez, par exemple, je vais sortir, pas vraiment sortir, je vais prendre par exemple le cas de l'équipe de France. On a des joueurs comme Karim Benzema qui ne sont pas appelés. Didier Deschamps a toujours expliqué, il a dit qu'il essaie d'avoir le groupe le plus soudé. Parce qu'un Benzema, par exemple, en équipe de France, ça va peut-être casser quelque chose dans l'entente du groupe. Corinne Diacre a dit que Marie-Antoinette Katoto manquait d'implication dans les entraînements. Elle avait l'air un peu laxiste. Peut-être c'est véritablement ça la raison. Peut-être c'est vraiment ça. Mais quand même, quelqu'un qui est capable de marquer 30 buts. Je prends toujours, par exemple, avec le cas de Benzema. C'est des similarités. C'est similaire. Des similarités. Donc peut-être aussi l'attitude. Parce qu'avec un groupe, comme je disais, il n'y a pas assez de temps pour mettre en place un véritable système tactique. Donc il faut vraiment une bonne complémentarité, une bonne complicité entre les joueurs. C'est sur ça souvent que les coachs de sélection comptent pour mettre en place un bon groupe. Et il y a plusieurs cas comme ça. Oberlin parle du cas de Benzema, on a vu Marie-Antoinette Katoko. Edgar, il faut noter qu'effectivement, il faut former des groupes pour aller dans des compétitions internationales. On voit le cas de l'Argentine. Il y a tellement de talents, mais ils n'y arrivent pas. Il y a des problèmes, il y a des avançants tels que Icardi qui ne sont pas appelés, certainement parce qu'ils vont casser l'ambiance du groupe. Jacques pense que Antoinette Katoko aurait été un problème pour le mondial dernier où la France est sortie en demi-finale. Elle a rappelé cette fois-ci pour le match contre l'Islande et le Kazakhstan. Espérons qu'elle saura faire mentir Dia et elle pourra prouver qu'elle est à la hauteur de son talent. Moi c'est personnel. Moi, je pense qu'elle a été appelée en sapeur-pompier parce que Amandine Henry est blessée. Je suis sûr que si Amandine Henry n'était pas blessée, on n'allait pas appeler Marie-Antoinette Katoto parce que c'est la même liste de Corinne Dia qu'elle va au mondial avec cette liste à l'exception de Marie-Antoinette Katoto appelée parce que Amandine Henry est blessée. C'est quand même incompréhensible aussi. J'ai dit plutôt que pour moi, je ne peux pas penser qu'elle vient jouer les rôles de sapeur-pompier parce que ce n'est pas le même poste. Amandine Henry, c'est milieu de terrain. Mais on connaît toute son implication dans l'attaque de cette équipe féminine. Oui, elle est très offensive, mais on va pas mettre Marie-Antoinette Katoto en lui en place d'une Amandine Henry quand même. Ouais, Oberlin, moi, dit qu'elle est venue jouer les sapeurs-pompiers, je rejoindrai un peu le cas d'Edgar. Tu nous expliques que Marie-Antoinette Katoko est avançante et l'autre est au milieu de terrain. On connaît, il y a des coachs capables de nous transformer un milieu offensif en milieu défensif. Il y a des coachs capables de nous transformer en avançant en latéral. Mourinho l'a fait. Il y a des coachs capables de nous dire en avançant de venir jouer milieu offensif. C'est ce que je suis en train de dire. La véritable raison pour laquelle on ne sélectionne pas une fille capable de marquer 30 buts par saison, c'est laquelle? On dit qu'elle manque des performances lors des grands rendez-vous. Moi, je vous dis, c'est la raison officielle. Que cache la non-sélection de Marie-Antoinette Katoko, le mondial dernier? Quel est le véritable problème avec Dia? Didier Deschamps, vous avez essayé de comparer avec le cas Benzema en disant que Benzema va venir casser l'ambiance du groupe. Mais Benzema a toujours été dans le groupe de l'équipe de France. On n'a jamais jusqu'à son problème avec Mathieu Valbuena. Jusqu'à son problème avec Mathieu Valbuena et Franck Ribéry, on n'a jamais vu des écarts de comportement. Même si Deschamps ne nous le dit pas, on sait pourquoi il n'appelle. Lui seul sait pourquoi il n'appelle pas Benzema. Mais c'est pas une question d'ambiance avec Benzema. Il a un bon comportement par rapport à d'autres joueurs. Et je pense que c'est le même problème que Diar a avec Katoko. Il faut rappeler que le 19 mai 2019,
2019, Marie-Antoinette Katoto remporte pour la deuxième fois le titre de meilleure jeune du championnat de France lors des cérémonies trophées UNFP. Le 31 octobre 2018, la joueuse est appelée pour la première fois en sélection en équipe de France par Corinne Dia. Ouais, non, moi je vais juste revenir et dire, s'il faut encore voir avec le cas de Benzema, lui n'a jamais été appelé même pour jouer les sapeurs-pompiers. Vous voyez? Donc peut-être le problème avec Didier Deschamps Benzema est encore plus profond. Mais moi je pense que quand même elle a déjà été appelée. C'est pas comme si avant elle n'avait jamais été appelée. Si elle n'a jamais été rappelée, c'est-à-dire peut-être au fond il y avait vraiment véritablement un problème et c'était une sanction, on va dire, morale envers elle. Moi je veux comprendre la sanction. À l'équipe de France, Marie-Antoinette Katoto compte 4 sélections. Ça veut dire que si elle a été sanctionnée par pas d'implication aux entraînements, comment vous m'expliquez qu'en 4 rencontres, un sélectionneur peut voir qu'elle n'est pas impliquée? Non, Edgar, lorsqu'on convoque un groupe, vous faites des séances d'entraînement tous les jours. Par exemple, eux à Clairefontaine, elles sont là tous les jours, elles s'entraînent. Téléfoot a même déjà eu à faire un reportage pendant la Coupe du Monde. Vous voyez comment les joueurs de l'équipe de France s'entraînent avec un sérieux vraiment irréprochable. C'est tous les jours, les entraînements pour un professionnel. C'est tous les jours. Si on trouve qu'à l'entraînement, c'est une fille, elle a 20 ans, elle a des capacités incroyables. Peut-être qu'elle s'est mise dans la tête qu'elle a tellement de facilité que non, elle peut arriver à l'entraînement, elle sait pas assez, elle sait que non, elle va jouer parce qu'elle a des facilités. Peut-être c'est ça qu'on lui reproche. Vous comprenez? Parce qu'il y a certains, comme Cristiano Ronaldo souvent lui dit, le talent seul ne suffit pas. Il faut travailler. On sait que tu es fort, mais si tu ne travailles pas assez, c'est pas sûr que tu sur la longévité on pourra compter sur toi. Ouais, peut-être ça doit donc peut-être être un problème de comportement, peut-être, mais moi j'ai encore des doutes là-dessus. Parce que je veux qu'on m'explique comment on peut être indiscipliné en club et réussir à marquer 30 buts. En sélection, en club. En club. Comment on peut être indiscipliné et réussir à marquer 30 buts et qu'un coach d'une équipe nationale vienne nous dire qu'elle manque d'implication dans les grandes rencontres de championnat. Dans les grandes C'est quand même absurde. Moi, je vais quand même prendre le cas d'un joueur qui nous a émerveillé, Ronaldinho, qui venait aux entraînements, Yves, qui venait même au stade Yves, mais il faisait des performances impressionnantes. On était tous ravis de le voir jouer. Mais sur la longévité, parce qu'il n'y a pas peut-être quelqu'un pour le recadrer, il n'y a pas quelqu'un peut-être pour lui donner une ligne de conduite, car rien n'a pas pris la dimension qu'elle devait prendre. Je vois que le débat est très intéressant. Nous allons revenir sur ce débat dimanche prochain. Pour l'instant, nous devons mettre la clé sous le paillasson. Merci déjà d'être venu. Merci au Berlin d'être passé dans les studios de RFM Sport. Merci Edgar, et c'est toujours un plaisir d'être là et on sera toujours ensemble. Merci Fabiano Choupé, l'homme des statistiques. On sort toujours de cette émission avec une statistique qu'on a retenue. Merci Edgar, merci aux auditeurs de Radio France Madagascar. Nous continuerons bien sûr à vous parler du football moderne, du football féminin et tout, les sports, notamment les jeux d'athlétisme qui se passent à Doha. On va revenir sur ça dimanche prochain. Donc. Mon médecin par excellence, Lindsay Djonger, merci d'être passé. Merci à vous Edgar et à la prochaine. Cynthia Longton, un dimanche, une sportive. Merci encore de nous avoir édifié sur Shoot Njoya Adiara. Merci Edgar, ce fut un plaisir. À la prochaine. Merci chers auditeurs d'avoir suivi RFM Sport. Pour vous, j'ai été Edgar Toko. On se retrouve dimanche prochain avec la même ambiance. On va prendre des Bordeaux, l'Ikoufa spécialité ivoirienne. Au revoir, bye bye. Leader des agences de marketing opérationnelles dans le secteur des mobiles monnaies en Afrique, Top Image Africa met au service des entreprises ses 20 ans d'expérience. Dans la mise en place rapide des réseaux de distribution, performance des ventes, productivité des réseaux de distribution, recrutement et management de la force de vente, transformation digitale. Besoin de plus de ventes? Parlez-en à un professionnel expérimenté. Contactez le 032 22 703 19. Top Image Africa. Injectant de la vie dans votre marque. Hey, c'est le bébé, je suis encore là. Ah, vas-y, Bati. Matiasa. Pardon, dites-moi un peu. BBF, ok. You gonna lie.